3 policiers l'ont suivie dans les vestiaires, pensant qu'elle ne dirait rien. Ils avaient tort. Élise Moreau faisait partie de la police depuis 38 ans, assez longtemps pour voir des villes s'effondrer, des collègues s'user, des recrues passer de sourires naïfs à un silence amer en moins d'une décennie. C'était sa dernière année, et elle ne comptait pas les jours. Elle les mesurait. Le grincement de la porte métallique derrière elle ne l'effraya pas. Il l'agaça. Elle continua d'avancer. Elle ne se retourna pas. Les vestiaires étaient froids, éclairés par des néons clignotants qui tardaient toujours à être réparés. Elle se dirigea vers le fond, à la même place qu'elle utilisait depuis des années. Rangée du haut, 3e en partant de la fin. Son casier avait encore l'autocollant que sa fille avait collé là en 2009. Un petit badge violet avec les mots « Sois courageuse, maman ». La porte se referma derrière elle. Elle les entendit parler à voix basse, sans ricaner. Mais c'était pire. Ce murmure calculé que certains hommes ont quand ils pensent que vous ne comptez plus, quand ils vous voient comme un obstacle. Le capitaine disait qu'elle était une vraie teigne autrefois, marmonna l'un d'eux. Maintenant, elle a du mal à courir jusqu'à sa voiture. Elle m'a collé un blâme la semaine dernière pour une faute de dossier, ajouta un autre. Comme si c'était ça notre problème en ce moment. Elle oublie qui dirige ce commissariat désormais, conclut le 3e. Élise ouvrit son casier d'un geste sec. Ses mouvements étaient précis, stables. Son uniforme était soigneusement plié, propre et repassé. Elle posa son thermos. Son téléphone enregistrait déjà l'audio depuis qu'elle était entrée. Il était dans la poche de sa veste, suspendu juste derrière la porte du casier. Elle se retourna enfin pour leur faire face. L'agent Benoît Langlois, la trentaine arrogante. L'agent Marc Turenne, grand, sec, portait des lunettes de soleil, même à l'intérieur. Et l'agent Damien Roche, une nouvelle recrue transférée de Poitiers, trop silencieux pour qu'on se sente à l'aise. « Vous avez oublié comment on frappe à une porte ?» demanda-t-elle. Elle s'avança lentement, la tension suspendue dans l'air comme la fumée après un tir. Élise ne dit rien de plus, referma simplement son casier d'un clic discret et laissa le silence s'installer. Inès entra peu après, jetant un regard inquiet à la porte vide, puis vers Élise. « Je les ai entendus depuis le couloir, » dit-elle enfin. Ça ne sonnait pas comme une simple vérification. Élise attrapa sa veste, passa un bras, puis l'autre. Ce n'en était pas une. Inès hésita. « Ils sont toujours comme ça avec toi ?» La bouche d'Élise se contracta. Pas un sourire. Pas vraiment. « Tous les jours qui finissent par un « i ». Inès ne rit pas. Elle fronça les sourcils. « C'est pas normal. »« Non », acquiesça Élise, resserrant le velcro de son gilet pare-balles. « Mais le normal et le juste ont arrêté d'être amis il y a longtemps dans ce métier. » Inès s'adossa au banc, toujours en train de l'observer. « Comment tu fais ?»« Rester calme comme ça, ne pas répliquer. » Les yeux d'Élise s'adoucirent. « J'ai appris depuis longtemps la différence entre la force et le pouvoir. La force attire l'attention, le pouvoir provoque le changement. » Inès acquiesça lentement, absorbant ses mots comme on absorbe une prière. Élise ouvrit son casier une dernière fois et en sortit une feuille pliée, usée comme si elle avait vécu là des années. « Tu vois ça ?» dit-elle en l'attendant. Inès la déplia. Une liste manuscrite. Des dizaines de noms. « Ils étaient à moi, » murmura Élise. « Des victimes qui n'ont jamais eu de suivi, des familles qui ont cessé de nous faire confiance, des dossiers qui sont devenus froids, non pas parce qu'ils étaient impossibles à résoudre, mais parce que personne n'a essayé. J'ai commencé à écrire leurs noms après mon premier enterrement en uniforme. » Inès regarda la feuille, puis Élise. « Tu gardes ça avec toi ? Je les porte avec moi, à chaque service. C'est pour eux que je ne recule pas. » Inès replia la feuille avec soin et la lui rendit. « Tu as déjà pensé à partir, à abandonner ?» Élise rangea la liste dans une petite pochette derrière son insigne. « Chaque matin, je reviens. Pas pour les chefs, pas pour ces 3 bouffons, pour les gens sur cette liste, pour ceux qui ne peuvent pas porter plainte. » Puis elle regarda Inès droit dans les yeux. « Peut-être aussi pour toi. » Inès cligna des yeux. « Moi ? Tu observes, tu apprends. Que tu le saches ou non, tu choisis déjà quel genre de policière tu veux être. » La jeune femme déglutit. « Je veux être comme toi. » « Non, sois meilleure. »
La porte grinça de nouveau, cette fois plus doucement. Un adolescent passa la tête, une veste trop grande sur les épaules, une menotte pendant à son poignet, escorté par un agent fatigué. « Désolé, marmonna ce dernier, je ne savais pas que c'était encore occupé. » Élise hocha la tête. « Utilise le banc. » Elle attrapa son carnet, cliqua son stylo une fois. « Tu le fiches ou tu fais de la garde ?» L'autre agent haussa les épaules. Il dit qu'il a frappé un homme qui frappait sa mère. Aucun antécédent. Élise regarda le garçon. « C'est vrai ?» Il hocha la tête, les yeux cernés de peur et de défi. « Bien, dit-elle. Reste ici. » L'agent ressortit. Inès murmura. « Tu es toujours comme ça ?» Élise regarda le garçon, puis elle. « Comme quoi, humaine, c'est la seule raison pour laquelle je suis restée aussi longtemps. » Elle s'accroupit à côté de l'adolescent. « Tu as faim ?» Il hocha la tête. Elle lui tendit une barre de céréales de son casier et s'assit à côté de lui, griffonnant une note pour l'agent en charge. Inès observa la scène avec un nouveau genre de respect, plus profond que l'admiration. Celui de quelqu'un qui venait de voir le prix à payer pour bien faire ce travail et décidait qu'il en valait la peine. Élise se releva et passa devant Inès en direction du couloir. « L'horloge tourne, » lança-t-elle par-dessus son épaule. « Tu viens ou pas ?» Inès la suivit, non parce qu'elle y était obligée, mais parce qu'elle voulait emprunter cette même route difficile et, peut-être, aider à porter le poids. « Ça va, commandante ?»« Mieux maintenant. »« Tu veux que je signale ça ?» Élise hésita. « Pas encore. » Elle attendit la fin de son service pour rentrer chez elle. Ses mains étaient stables sur le volant, mais sa mâchoire serrait lorsqu'elle croisa son reflet dans le rétroviseur. Elle n'était pas fatiguée. Elle était en colère. En colère qu'après des décennies de service, son héritage puisse se résumer à une gêne. En colère que se battre pour ce qui est juste signifiait encore se battre seule. Elle rentra dans sa petite maison à la lisière du quartier de Montarcy. La lumière du porche clignotait. Sa fille, Camille, lui avait laissé un potage au frigo. Élise ne mangea pas. Elle s'assit à la table, brancha son téléphone et transféra l'enregistrement sur son ordinateur. Puis elle l'envoya à une seule personne. Maya Navarro, journaliste, autrefois gamine du commissariat, maintenant à la tête d'une chronique digitale intitulée « Dans les murs », centrée sur les abus internes. Maya disait toujours « Rien ne change tant que personne à l'intérieur n'allume la lumière ». L'objet de l'email était simple. Voici ce qu'il pense pouvoir dire hors caméra. 2 jours plus tard, le fichier audio fut publié anonymement. Maya flouta les voix légèrement, ne mentionna pas le commissariat, mais les gens savaient. Les agents reconnurent le ton, les mots, l'attitude. En quelques heures, l'enregistrement dépassa les 50 000 écoutes. Les commentaires affluèrent. Si c'est comme ça qu'il parle à une des leurs, imaginez avec nous. C'est une légende, ce sont des lâches. Voilà à quoi ressemble la pourriture interne. Elle partit sans attendre son affectation. Elle ne claqua pas la porte. Pas besoin. Ce soir-là, quelqu'un raya sa voiture. 3 longues entailles sur la portière. Précises, délibérées, comme une signature. Un papier glissa sous son essuie-glace. « Prends ta retraite, fais-nous une faveur. » Elle prit une photo. Ne broncha pas, ne rédigea pas de rapport. Elle savait comment disparaissent les rapports. À la place, elle l'envoya à Maya, sa nièce, devenue journaliste indépendante, spécialisée dans la transparence policière. Maya le publia le lendemain avec des extraits de courriels internes qu'Élise avait transmis discrètement via un compte sécurisé. Des courriels montrant à quel point la vengeance silencieuse était enracinée. Ce n'était plus un extrait audio. C'était un schéma. La mairie publia un communiqué vague sur l'honneur dû aux vétérans. Un texte creux, copié-collé. Le chef de la police apparut 2 jours plus tard devant la presse, promettant une révision complète des procédures internes. Les yeux fuyants, les mains crispées sur le pupitre comme s'il se noyait. Mais le public n'attendait plus que les dirigeants aient du courage. Il avait déjà trouvé le sien. Des associations de quartier organisèrent des veillées devant les grilles du commissariat. Des banderoles ornaient les fenêtres du centre-ville. On soutient Élise. Des étudiants tracèrent des messages à la craie sur les trottoirs. Les vrais héros portent le silence comme une armure. Un salon de coiffure du quartier nord offrit des coupes gratuites aux anciens et afficha sa photo au miroir.
Les pompiers de la ville portèrent un ruban noir sur leurs insignes pendant 24 heures. Et puis vinrent les messages. De jeunes agents écrivirent anonymement, leur peur enveloppée de gratitude. « Merci. On vous voit. » Je pensais être folle de ressentir ça. Je voulais démissionner l'an dernier. Maintenant, je pense rester. Elle les lut dans le silence de sa cuisine, le vieux radiateur claquant doucement à l'arrière. Chaque mot était à la fois une blessure et un baume. Ce vendredi-là, une réunion communautaire eut lieu au centre civique. La salle était comble. Des enfants, des anciens, des familles entières. Élise était là, 3e rang, vêtue simplement, les mains croisées. Elle n'avait pas prévu de parler. Elle pensait que son rôle était fini. Mais quand un adolescent demanda « Et maintenant ?» quelqu'un lui tendit le micro. Élise se leva. Ses pas étaient lents, mesurés. Un silence religieux s'installa. Elle prit le micro des 2 mains. Sa voix était basse, usée, mais ferme. Il y a une forme de violence qui ne laisse pas de bleu, une forme d'abus qui se cache derrière les grades, les formulaires et les silences. Elle ne hurle pas, elle ne frappe pas, elle attend, dans les coins, dans les regards, dans les mutations qui n'arrivent jamais. Je l'ai vue, je l'ai vécue, et je ne partirai pas sans la nommer. Silence. Pas celui de la gêne, celui du sacré. Aucun applaudissement, parce qu'ils avaient compris que parfois, la vérité mérite le silence, pas les claps. Les semaines suivantes, tout bougea. Le conseil municipal fit passer une loi bloquée depuis 2 ans. Financement pour un médiateur indépendant par commissariat, processus de plainte confié à une instance externe, formation obligatoire sur les conduites internes, appuyée par les preuves qu'Élise avait collectées. Pas de couverture nationale. Mais ici, la terre avait tremblé. Elle ne rejoignit pas le comité de réforme, refusa l'invitation au nouveau bureau, ignora la proposition de plaque commémorative. Elle n'avait jamais voulu de statue. Son dernier jour arriva sans fanfare. Avant l'aube, elle entra, plia son uniforme de rechange, déposa son insigne dans son étui. L'autocollant de sa fille se décollait à peine. Elle le laissa comme ça. Dans le couloir, certains baissèrent les yeux, d'autres saluèrent. Elle hocha la tête, sans un mot. À la sortie arrière, Inès l'attendait, un sac de biscuits et 2 cafés à la main. « Tu veux vraiment sortir par là ? Je suis déjà entrée par l'avant. Je n'ai plus rien à prouver. » Elles restèrent un instant dans l'ombre du bâtiment. La lumière du soir filtrait doucement. Elle éclaira une dernière fois l'insigne par l'étui entrouvert. Sans cérémonie, elle le rendit au petit bureau. Le jeune homme derrière voulut dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Elle ne l'attendit pas. Et quelque part, dans une salle de briefing, 3 agents étaient assis. Personne ne parlait. L'un fixait ses mains, l'autre le tableau d'affichage. Le 3e regardait la porte, s'attendant à ce qu'elle revienne. Mais elle ne reviendrait pas. Parce que le silence avait changé, et qu'il n'a fallu qu'une femme, fatiguée, piégée, sous-estimée, refusant de partir en silence.